Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce module complémentaire sur la stratégie marketing, sur l'analyse de marché. On va ici vous parler de quelques ressources complémentaires. Je les ai déjà ici ouvertes. Et on va commencer par juste rappeler quelque chose qu'on a déjà dit concernant Ralph Lauren qui est tombé de son piédestal. Et donc, voilà, sachez que la ressource est disponible sur Classroom et dans le dossier. On va peut-être pas revenir dessus, sauf si tu veux ajouter quelque chose, Salvatore, parce qu'on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Non, ça illustre de manière plus complexe, plus complète et plus complexe un petit peu ce qui a déjà été dit. Je pense qu'ici aussi, Burberry, tu en as parlé. Hein. Voilà, Burberry a préféré brûler 30 millions d'euros de produits. Donc, c'est assez clair. Ça me fait penser, si je veux partir en lien là-dessus, ça me fait penser à une autre marque qui a fait beaucoup de bad buzz par rapport à son ciblage, c'est Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch a fait du bad buzz. Le dernier que moi j'ai en tête, il remonte quand même à je ne vais pas dire 10 ans, mais on se rapproche. Et les gens ne connaissent pas l'histoire, en fait. Allez lire l'histoire. Vas-y, brief en quelques minutes, c'est intéressant, l'histoire de la marque, si tu la connais. Ben, en fait, l'Abercrombie & Fitch, à la base, c'est une marque qui est spécialisée en articles de pêche et de chasse. Okay. Donc rien à voir, et qui a été rachetée par un groupe alors que la marque était en déclin, et le groupe l'a rachetée, mais pour ne rien en faire. Et puis un jour, le groupe, est-ce qu'ils l'ont revendu entre-temps, ça, je ne me souviens plus de l'histoire, mais en tout cas, la marque est revenue au goût du jour, mais juste pour le nom, en disant, tiens, Abercrombie & Fitch, ça claque. Et eux, ils ont ciblé à l'extrême, ils se sont dit, bah, nous, on va créer de toutes pièces une marque avec un nom qui claque et qui s'appelle Abercrombie & Fitch. Et pour le coup, ils ont utilisé tous les stratagèmes du marketing, c'est-à-dire qu'ils ont discriminé par le prix d'abord, ils ont mis des prix très chers, et ils ont discriminé le type de clientèle en disant, ben, chez nous, on n'a pas au-dessus, par exemple, de la taille L. C'est ça, donc nous, on se positionne. L'image de marque qu'on veut avoir, c'est nous sommes une marque portée par les beaux. Par les beaux. Les gens. Et donc, on fait le choix de dire que les gens gros, statistiquement, ils sont plutôt laids. Donc, on va arrêter de servir les gens au-dessus d'une certaine taille. Ça, c'est le dernier gros bad buzz que moi j'ai entendu sur eux. Et en fait, ils ne recrutent pas des vendeurs, ils recrutent des mannequins. Tout simplement parce que quand on recrute des mannequins, on peut discriminer sur le physique. Et donc, c'est des superbes mannequins qui sont torse nu dans les magasins. Ils ont créé un parfum, mais pas pour le vendre. Ils ont créé un parfum pour le diffuser en magasin, pour travailler sur votre expérience et vous dire ça sent bon. Et donc, quand ça sent bon, les produits semblent être beaucoup plus luxueux. Et donc, tout a été travaillé. Par exemple, la lumière. Quand vous rentrez dans un magasin Abercrombie & Fitch, la lumière est tamisée. Parce que comme ça, vous vous focalisez sur l'essentiel. Vous n'êtes pas en train de regarder votre environnement. Donc, ça sent bon, il fait un petit peu tamisé. Vous voyez des belles personnes, des corps super beaux. Et vous vous mettez à rêver, ah tiens, avec ces vêtements, je serais aussi, moi, un caïd, je serais super beau. Évidemment, c'est éphémère. Et d'ailleurs, pour le moment, vous n'entendez pas tellement parler de la marque Abercrombie & Fitch. Donc, il y a des marques comme ça qui sont créées de toutes pièces et qui sont éphémères. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, une marque qui cible à l'extrême, qui s'est créée à l'extrême, ce n'est pas nécessairement les plus durables non plus. Parce que derrière ça, il y a eu beaucoup de bad buzz sur la moralité de tout ça. Par exemple, un des bad buzz qu'ils ont fait, c'est ils ont été la première marque à proposer des strings pour fillettes. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est un bad buzz, par exemple, sur la marque. Donc attention, ça peut dégénérer. Alors, quand on parle de marque, il y en a une autre qui est assez connue, qui va être Dr. Martens, les Doc Martens. Vous voyez bien que ce qu'ils ont fait, c'est... ils ont une cible initiale, tout le monde ne porte pas des docs, mais ils se sont dit, tu portes des docs, Salvatore? Non, c'est à ça que je pensais. Et donc, ils se sont dit, ok, mais par rapport aux gens qui nous consomment, en fait, on a beaucoup de gens qui sont dans une culture alternative.
Or, la culture alternative du moment, elle va de pair aussi avec une culture contestataire sur le système économique, et beaucoup de gens deviennent véganes par contestation par rapport à des convictions qui sont, voilà, des convictions d'une sous-culture finalement de notre cible. Et donc, ils ont lancé des Doc Martens vegan et ça a super bien marché. Vraiment super bien marché, ça fait bondir les bénéfices. Vous voyez ici, la gamme représente maintenant 4 à 5% du total des ventes. Sur une nouvelle gamme de chaussures, c'est quand même pas mal du tout. Comme quoi, le ciblage, c'est pas que cibler des cultures, c'est aussi cibler des sous-cultures. Vous pouvez cibler différentes cibles en fonction de vos produits et services. Vous ne devez pas tout mettre dans le même panier et orienter l'ensemble sur une et une seule cible. Vous avez bien entendu le droit d'avoir plusieurs cibles en fonction de ce que vous offrez. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont des packages. Ils ont des packages pour des cibles qui ont moins de revenus, des packages pour des cibles professionnelles, des packages pour le haut de gamme. Voilà. Et en fonction du package, en fait, vous ciblez différemment. Alors, ici, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais 8 questions essentielles pour une action marketing efficace. C'est un article qui est intéressant juste pour poser les bonnes questions et pour vous montrer que la plupart des questions qui sont dans cet article, c'est aussi des questions que nous, on vous pose ici dans les cours en ligne, dans ces petites vidéos. Comme quoi, ça ne vient pas de n'importe où ce qu'on vous raconte. Il y a aussi du fond à ce qu'on vous raconte. Donc voilà, ça repose une série de questions assez rapidement. Qui visez-vous? Quand voulez-vous mener votre action? Que voulez-vous raconter? Comment allez-vous toucher votre groupe cible? On parle donc bien de la cible. Que voulez-vous qu'elle fasse? Quel est l'effet désiré? Que voulez-vous que ça vous rapporte? Quel peut être le prix des actions, de cette action, et quels sont les facteurs de réussite de ces actions? C'est intéressant, moi j'aime bien cette dernière question parce qu'elle amène une notion de management et de gestion qui est de dire mesurer les résultats de vos actions. Quels sont les effets que ça va avoir et comment vous mesurez que ces effets ont une plus-value pour vous. L'exemple typique, on y reviendra un peu, c'est tous nos étudiants qui disent bah, ouais, alors du coup, comme moi, je travaille plutôt dans un village ou dans un truc local, c'est un machin où je connais tout le monde, bah, un des trucs que je vais faire pour me faire connaître, c'est sponsoriser une équipe de foot. Comment vous mesurez le retour sur investissement du sponsoring de l'équipe? Déjà, ça veut dire quoi, sponsoriser une équipe de foot? Vous êtes prêt à mettre combien? En échange de quoi? Votre logo sur une vareuse, votre logo sur une vareuse et sur toutes les invitations et sur toutes les banderoles. Et voilà, ça va jusqu'où? Est-ce que vous avez un restaurant? Et en fait, le deal, c'est que après chaque match, ils viennent bouffer chez vous. Enfin voilà. Le deal est peut-être pas juste de l'affichage de mon nom, c'est peut-être aussi une collaboration où votre nom est cité dans les annonces, c'est peut-être une collaboration où ils viennent chez vous, en groupe ou à titre privé. Enfin voilà, ça peut être un gentleman agreement où vous savez que chacun viendra au moins une fois l'année en famille ou quoi. Tout est possible dans la négociation du deal. Mais donc, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? Et c'est important d'avoir des facteurs de mesure qui mesurent où vous en êtes, parce que c'est ça qui fera que vous continuez à investir dans différentes techniques de communication ou de partenariat. Le marketing, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de concepts, beaucoup de techniques derrière. Ça veut dire que maintenant, pour communiquer, on va essayer de trouver aussi des médias innovants. Une des techniques marketing sur le street marketing, c'est par exemple les pop-up stores, c'est-à-dire des magasins éphémères qui arrivent et qui ne sont là que de manière éphémère pour un happening d'une marque, par exemple, ou pour communiquer sur un aspect pour une marque. Donc c'est parfois le business même de certaines sociétés, c'est-à-dire dire, bah, je me spécialise dans quelque chose de très spécifique, je fais un pop-up store, boum, et puis j'arrête et puis je fais autre chose. Donc, tout ça pour dire que le marketing
innove tous les jours. On travaille maintenant sur l'essence, par exemple. On va recruter des influenceurs sur YouTube. On va faire des events dans les rues. C'est pour ça qu'on parle aussi de street marketing, c'est-à-dire qu'on va mêler des festivals, un côté artistique, on va les associer à des marques. Bref, on va essayer de communiquer de différentes manières et on va essayer d'atteindre des sous-cultures. Évidemment que tout ce qui est street marketing, c'est pas pour papy et mamie, c'est pas pour bobonne, c'est évidemment pour toucher certaines populations, à condition que ces populations soient dans votre cœur de cible. Et c'est parfois étonnant. Moi, je me revois un festival en région parisienne qui s'appelle la Fête de l'UMA, donc qui est le festival organisé, je ne sais pas s'il l'est encore, mais par le journal L'Humanité, donc un journal d'extrême gauche. Ce festival était absolument organisé de manière à ce que vous consommiez avant d'arriver aux scènes et que vous passiez devant tous les sponsors qui étaient des marques de bagnoles. Et les grands écrans à côté de la scène étaient TF1, qui est justement la chaîne privée numéro 1 française. Et donc, il faut être cohérent dans son street marketing aussi et dans les événements auxquels on participe, parce que si on n'est pas cohérent, moi je peux vous dire que les écrans TF1, ils ont été noyés de boue en quelques heures et critiqués par 100% des artistes qui passaient sur la scène. Alors, à nouveau, peu importe ce qu'on dit de moi tant qu'on parle de moi, comme disait l'autre, peut-être, mais il faut rester cohérent par rapport au street marketing. Et comme le disait Salvatore, il y a pas mal de manières un peu innovantes de le faire. Je crois que c'était dans la région de Charleroi, il y avait 2 jeunes qui proposaient du street marketing. En fait, ils découpaient vos messages de communication dans des patrons métalliques qui venaient poser sur le sol et ils venaient nettoyer le sol au Karcher pour en fait faire votre promotion en sol propre sur fond de sol sale. Ce qui était pas mal du tout parce que du coup c'est de l'affichage gratuit. Euh, et voilà. Je sais pas où ils en sont. Je crois que ça n'a pas décollé. Je me demande si ça a été autorisé à terme, mais voilà des idées pour vous montrer qu'on peut être créatif sur le street marketing aussi. En fonction des cibles aujourd'hui et de la manière d'acheter les processus de consommation du marché, il y a une grosse question qui se pose, c'est la question de l'hypermarché ou les centres commerciaux. Est-ce que c'est pas voué à mourir? Et donc, mon avis et ma conviction, elle est liée à ce que j'observe, et ce que j'observe, c'est aussi mon réseau proche, et ce que veut bien montrer les réseaux sociaux, par exemple, qui dépendent des algorithmes de ce que j'aime bien voir. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on voit ce qui nous ressemble. Mais donc, ma conviction, c'est que les supermarchés, s'ils restent comme ça, sont voués à l'échec. Et on voit bien qu'il y a des nouvelles tendances de consommation vers du bio, vers de l'équitable, vers du plus local. Et d'ailleurs, on le voit dans les supermarchés. C'est bien que les supermarchés prennent en considération ces changements d'achat, ces changements de mentalité. Et on vous a montré déjà des articles dans l'analyse de l'environnement, Pestel, euh, qui montraient que les grandes surfaces et les producteurs s'adaptaient à l'anti-gaspi et essayaient de s'adapter à ça, notamment en jouant avec des applications comme Too Good To Go qui permet de récupérer les paniers des invendus et de les vendre à bas prix pour pas qu'ils périment. Et donc, aujourd'hui, vous avez des lieux qui sont excentrés. Or, on est en train de le voir avec le Covid-19 et le confinement. En fait, les gens sont en train de se dire, en fait, j'ai moins envie d'aller m'excentrer, aller acheter loin, aller dans des grands magasins où en fait il y a des risques, puisque je suis en contact avec beaucoup de monde. Hein. Tous les scientifiques sont en train de nous dire ah, le rythme des pandémies va augmenter, nanana. Donc, il y a un aspect qui va commencer à être anxiogène, bien que les grands magasins ont été, et les shops en général, ont été les premiers à mettre les gestes de protection et toute une série de techniques en œuvre pour aider les clients à se protéger. Donc là, ils ont bien joué là-dessus. Mais donc, il y a ce climat un peu anxiogène, lié au fait qu'on n'a plus envie de se déplacer vers ça, lié au fait que, en fait, on a envie de consommer local et d'avoir
l'envie d'acheter directement au producteur qui augmente. Et qui dit acheter directement au producteur, c'est acheter de la qualité sans en plus donner de l'argent à des distributeurs intermédiaires. Donc j'ai intérêt d'acheter directement au producteur. Et ça, c'est facilité par la technologie qui permet d'acheter en ligne, voire même de se faire livrer directement chez soi. Donc, en termes de lieu d'achat, le supermarché n'a plus beaucoup de sens. Et on a été d'ailleurs très surpris, Salvatore et moi, pendant la crise du coronavirus, de voir des supermarchés fermer leur service de take-away, où ils vous préparent vos commandes et vous venez juste la chercher. De fermer ou réduire leur service de livraison, ou de ne pas mettre un investissement dingue là-dedans. Parce que c'était le coup à jouer, évidemment. Mais s'ils le font trop, ils mettent en péril peut-être les modalités de consommation actuelles, qui est venir acheter dans les rayons et partir. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que ça a de moins en moins de sens de faire ça, puisque chacun peut réallouer le temps de consommation et de faire tous les rayons en commandant en ligne des choses qui nous des paniers presque préétablis, parce que avec le big data, on commence à connaître nos habitudes de consommation et à venir les chercher ou à se les faire livrer. Donc, à mon avis, globalement, l'hypermarché n'a plus beaucoup de sens. Et la seule manière de garder, de faire survivre, en tout cas de mettre sous perf les hypermarchés, et même, je ne sais pas s'il s'agit ici les magasins, mais je fais le même constat sur les centres commerciaux. On a à Liège, la Médiacité a été en perte au bord de la faillite pendant des années et on ne trouvait pas de racheteurs. Belle-Île, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ça n'a plus beaucoup de sens. C'est les mêmes magasins partout et on se balade dans des couloirs et on voit à gauche, à droite, les mêmes magasins partout et les pompes qu'on aurait pu acheter en ligne peut-être moins chères ou les sacs ou bon. Et il ne faut pas confondre l'affluence avec la rentabilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des centres commerciaux où c'est blindé. En fait, le centre commercial ne marche pas. Et ce que Sylvain a dit, c'est vous vous baladez à la Médiacité, toutes les enseignes un petit peu haut de gamme sont parties. Pourquoi? Parce que qui dit une enseigne haut de gamme dit c'est pas parce qu'il y a du passage qu'on va nécessairement rentrer chez moi. C'est ce qui constatait. Une enseigne voyait des gens qui venaient consommer, acheter une glace, se balader, acheter un petit chinis après avoir été chez Primark et puis ne consommer rien de plus. Et donc, c'est cool, on a une médiacité qui est blindée, mais en fait, les gens ne consomment pas. Et donc, la galerie n'attire plus des marques. Et donc, on voit une marque qui s'en va, on voit un magasin vide, un autre magasin vide. Et même dans l'alimentaire, les petits magasins un petit peu artisans, je sais bien qu'à la Médiacité, sur le coin, il y avait eu un petit artisan qui faisait des spécialités méditerranéennes, qui venaient du Liban, qui venaient de pays du Maghreb. Et bien en fait, il n'a pas survécu un an. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'achetaient pas là. Oui, Est-ce que c'était trop cher? Est-ce que ça n'allait pas? Mais pas survécu. et comme tu dis, il ne faut pas le leurre pour tous ces entrepreneurs-là, c'est l'affluence. Ouais, mais il y a plein de gens, il y a plein de passages. Oui, mais puisqu'il y a plein de gens et plein de passages, les loyers sont absolument démentiels. Et si vous avez un loyer absolument démentiel et qu'il y a plein de passages, mais en fait, ce n'est pas votre cible, ou alors c'est votre cible, mais ils n'achètent pas ou peu, vous vous retrouvez avec des marges qui sont quand même pas gigantesques, qui se font absolument atomiser par le loyer. Et c'est pour les Liégeois ce qui se passe rue Saint-Gilles. Quand vous montez la rue Saint-Gilles, c'est une rue où il y a en permanence 1 milliard de magasins fermés ou à remettre. Pourquoi? Parce que les loyers sont dingues et ce sont des charges fixes qui sont absolument meurtrières pour les gens qui se lancent. Et les gens se lancent en se disant c'est central, il y a du passage, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, j'ai une bonne idée. Mais la bonne idée ne fait pas tout parce qu'en fait, le passage ne s'arrête pas forcément pour acheter. Il y a une concurrence qui existe et il y a des loyers de fous furieux. Et même si dans 2-3 ans, en fait, vous auriez peut-être pu vous en sortir,
en fait, vous êtes mort avant. Donc, attention à ça aussi. Et donc, dans les centres commerciaux, dans les hypermarchés, les supermarchés, le seul moyen aujourd'hui d'attirer des gens, c'est l'expérience. Et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de food courts, c'est-à-dire des lieux où vous avez plein de restaurants et puis on peut manger au milieu. C'est parce que les gens viennent là pour bouffer un truc et un jour ils vont manger thaï, un jour ils vont manger chinois, un jour ils vont manger mexicain, un jour ils vont manger un burger, un jour ils vont manger une pâte, une pizza, des sushis, que sais-je. Ça permet de créer, pardon, ça permet de créer l'événement et l'expérience. Et c'est pour ça que vous avez de temps en temps des magiciens qui viennent, vous avez des marchés locaux avec des petits producteurs qui viennent sur 2 tables faire un mini-marché local au milieu de tous les autres magasins pour renouveler l'expérience et essayer de maintenir, selon ma vision des choses, sous perfusion ces centres commerciaux qui n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Salvatore, je te laisse commenter ce dernier article. Ma voix ne tenant plus pour ce soir. Alors voilà une autre façon de choisir une niche dans le marketing, la brique de lait qui a été fixée par les consommateurs. On vous en a parlé à un moment, je ne sais plus trop dans quel module, on vous a parlé de nouvelles formes de société qui étaient les coopératives. Les coopératives, notamment dans le domaine de l'alimentaire, on connaît bien la success story Fairbel en Belgique. Ici, c'est une marque qui va plus loin, c'est-à-dire que le lait est fixé par les consommateurs, c'est-à-dire des gens qui disent ben, moi, je suis prêt à payer jusque tel prix pour ma brique de lait. Et finalement, ça commence à avoir le vent en poupe, toutes ces coopératives pour rémunérer d'un prix juste, que ce soit la viande, que ce soit le lait, que ce soit le blé, les céréales, que ce soit le pain, que sais-je. Ce sont des coopératives qui viennent attirer un public qui est sensible d'un point de vue valoriel, qui a comme valeur la société, les qualités liées à la juste rétribution de nos agriculteurs qui sont sensibles au bien manger et qui se disent bah, c'est normal que je paye plus cher. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand vous allez dans les magasins, moi je vais souvent au Delhaize, quand vous allez au Delhaize et que vous cherchez des petits berlingots de chocolat, de, de lait au chocolat pour les enfants, le rayon qui est systématiquement en rupture de stock, ce sont les berlingots Fairbel. C'est-à-dire que si vous n'allez pas dans le bon créneau, vous n'avez pas de berlingot Fairbel. Le rayon est plein, Fairbel, c'est vide. Tout simplement parce que je pense que ça traduit une conscientisation dans l'achat, notamment de lait, suite aux différentes crises de lait qu'on a vues. Il y a une conscientisation de la population. Faites l'exercice. Vous allez au Colruyt, vous allez au Carrefour, vous allez dans votre supermarché et vous regardez, tiens, au rayon lait, c'est quoi les palettes qui sont le plus achetées? Et vous verrez que dans les coopératives, les laits bio sont extrêmement prisés. Voilà, c'en est tout pour ce module complémentaire avec les ressources complémentaires. Et on vous retrouve dans le prochain module pour vous parler de l'analyse du secteur. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.